Ouais. Bonjour à toutes et à tous, samedi 8 octobre 2022, il est 12 heures à N'Djamena, la même heure à Mundou et partout au Tchad. Merci de nous suivre sur la radio, télévision, Fanfan Musique. Bienvenue dans Africa Actu, une émission qui passe en revue l'actualité africaine. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler des conclusions du dialogue national inclusif et souverain au Tchad. Retour également sur le coup d'État du 30 septembre dernier au pays des hommes intègres, Burkina Faso. Nous allons aussi aborder l'instruction donnée par le président sénégalais au ministre de la Justice de trouver des solutions pour que des personnalités politiques puissent bénéficier d'une amnistie ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre de retrouver l'éligibilité. Pour décrypter tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux deux invités. Bonjour Monsieur Nama Filidiara. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes un observateur averti, membre de plusieurs associations, vous êtes très engagé pour la cause africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est pour moi. Notre deuxième invité n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette émission, il est observateur politique. Bonjour Brahima Sidibé. Bonjour Monsieur Saounera. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain a rendu ses conclusions. La période de transition avant la tenue d'élections a été prolongée de 2 ans maximum. Brahima Sidibé, quelle analyse faites-vous de ces dialogues au Tchad? Est-ce que ces conclusions ont été connues d'avance? Alors, pour ceux qui sont, qui suivent cette émission, donc Africa Actu sur Radio Fanfan Musique, je pense qu'ils ne seront pas surpris des conclusions qui sont issues de ces dialogues, parce que à la veille du lancement du dialogue, on a eu une émission ici même sur ce plateau, et on a parlé des prémices à l'époque qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, les conclusions sont les suivantes. La transition a été prolongée de 2 ans, maximum. Donc 2 ans maximum, donc 24 mois. Et autre chose importante, c'est que le président change de statut. Il n'est plus président du conseil militaire de transition, mais il est le président de transition tout simplement. Et juridiquement, c'est important parce que c'est une façon de normaliser un peu son pouvoir, et c'est aussi une façon de sortir un peu du caractère urgent qui était à l'époque le conseil militaire de transition. L'autre chose importante aussi, c'est que le président est autorisé à se présenter aux élections. Nous allons y revenir. Et d'ailleurs, c'est important parce qu'on a vu que même chez les opposants, c'est une question qui n'a pas été totalement contestée. Et ça, pour ceux qui suivent un peu l'actualité au Tchad, ce n'était pas gagné d'avance. Et donc, je pense que les dialogues tels qu'ils étaient prévus par les pouvoirs, ce sont les mêmes conclusions qui sont ressorties à la fin. Alors, Nama, ces dialogues dont les conclusions sont contestées par quand même une cinquantaine de Radio Fanfan Musique qui dénoncent un passage au forceps sur bien des décisions. Est-ce qu'on peut dire que ces dialogues sont attendus par les Tchadiens et la communauté internationale? Bienvenue sur la Radio Fanfan Musique, c'est la véritable radio unique dans le Move qui vous fera rentrer aussi dans le Move. La Radio Fanfan Musique, la plus belle des radios. L'opposant principal, le leader même, Carlo Richard. Mais c'est Succès, il a parlé. Succès Masra, il a parlé, donc il a protesté visiblement contre les résultats attendus. Et puis lui, il veut une clarification, une clarité vis-à-vis de la communauté internationale et les structures qui sont en place. Donc on peut pas dire forcément que c'est rassurant au Tchad, puisque le président, lors de ses engagements, avant les dialogues, il avait promis qu'il ne se présenterait pas et que la durée de la transition serait respectée. Mais bon, nous savons que c'est devenu un système. C'est devenu un système après avoir renversé ou gagné. Pour eux, ce n'est pas un coup d'État, mais nous comprenons aussi qu'il est venu de façon avec l'appui de la communauté internationale, puisque voilà. Là, moi, je m'appuierai aussi surtout sur la posture de la France, qui doit vraiment faire un éclaircissement là-dessus, tout pas en condamnant, mais en montrant au président, aux militaires, qui est Mohamed Idriss Déby, voilà,
qu'il est, certes, comme il a dit mon co-débatteur, il a les droits, il aura les droits de se présenter, mais ce n'est pas une obligation. Donc, on peut avoir les droits de se présenter, mais il peut se mettre à l'écart pour vraiment que les Tchadiens puissent vraiment avoir ce qu'ils veulent, un régime démocratique, puisque ça ne sera pas vraiment compris par beaucoup, cette majorité, puisque l'opposition est très pesante. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce dialogue a servi à quelque chose? Bon, pas forcément, vu que beaucoup de Tchadiens ne partagent pas le résultat et qu'on pense que c'est en faveur des militaires qui sont déjà au pouvoir. Voilà, même si ils veulent donner un autre format au dialogue. Voilà. Alors, vraiment, vous l'avez dit, hein, le 1er octobre, les délégués du dialogue national inclusif et souverain ont accordé le statut du président de la transition à Mahamat Idriss Déby Itno. Il prépare son investiture d'ailleurs. Une cérémonie sera organisée le 10 octobre à N'Djamena. Plusieurs chefs d'État sont d'ailleurs invités à y prendre part. Quels sont les enjeux de cette nouvelle donne, puisqu'il n'est plus le président du conseil militaire, il est maintenant le président de la transition? Alors, les enjeux, c'est surtout, comme vous avez dit tantôt, de normaliser un peu son régime, parce que le conseil militaire de transition, vous voyez que le nom, c'est un peu barbare, mais avec cette nouvelle appellation, justement, qui est très connue, au-delà de, voilà, qui est assez connue, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, le fait qu'il y a une investiture, ça fait penser à un président démocratiquement élu. Il y a une normalisation. Une normalisation, justement. Et donc, finalement, sur la scène internationale, justement, c'est quelqu'un qui peut s'afficher aux côtés des présidents qui ont été démocratiquement élus. Et cela pose problème parce que, finalement, on a vu aussi le communiqué de l'Union africaine qui dit que la transition ne devrait pas être prorogée. Et deuxièmement, les autorités de transition ne devraient pas se présenter aux premières élections post-transition. C'est important parce que finalement, et d'ailleurs mon co-débatteur en parlait effectivement, il y a beaucoup, même Success Masra dont tu parles, ne trouve pas problématique, et Saleh Kexabo, qui est d'ailleurs un opposant historique au régime Déby, donc au fait Idriss Déby Itno, ne trouve pas non plus problématique que Mahamat Déby Itno se présente aux élections. Je trouve qu'il y a une forme soit d'hypocrisie ou de naïveté. De naïveté parce que finalement on sait que quand ils disent qu'il a le droit de se présenter et que non, un droit n'est pas forcément une obligation, mais on sait tous que s'il a le droit de se présenter, il ne s'est pas prononcé, mais c'est un secret de polichinelle. Tout porte à croire qu'il va se présenter. Donc c'est pour cela que je dis, c'est soit par naïveté qu'ils disent cela, soit par hypocrisie, mais dans tous les cas, je suis sûr et certain qu'il va se présenter aux élections, et s'il se présente aux élections, ce n'est pas pour les perdre. Namafili. Exactement, c'est pour un peu revenir et rebondir sur ce qu'il a dit. Si jamais Mohamed s'est présenté aux élections, ça ne sera pas vraiment arrangeable pour le peuple tchadien. Nous savons à combien les opposants sont déterminés et puis aller jusqu'au bout. Comme je bien dit tantôt, ce n'est pas une obligation. Il peut simplement décliner, c'est-à-dire en ne se présentant pas. Est-ce que c'est possible qu'il décline cette proposition ou cette disposition? En tout cas, vu ce qu'il a dit, s'il tient vraiment à ses engagements, on peut lui accorder le droit de se présenter. C'est à lui-même de décider. Il n'a pas un parti politique, à ce que je sache, malgré sa manière d'être aux affaires, donc ne lui permet pas en tout cas de rester au pouvoir. Si jamais il le fait, on appellera la dynastie, puisqu'il a hérité de son père, et qui sait dans les 5 ans à venir encore ce qui se passera, vu le parcours et la règne de son père à la tête de l'État du Tchad. Donc nous savons que forcément il voudra aussi lui rester au pouvoir. Mais moi, je reste focus là-dessus. Vous êtes optimiste? Pas trop optimiste. Non, sceptique, ouais, un peu sceptique quand même, oui. Alors, et vraiment, à l'issue des discussions, le général Mahamat Idriss Déby Itno, accusé par l'opposition d'ailleurs d'avoir mené un coup d'État. Tout à l'heure, Nama Fili disait que ce n'était pas un coup d'État, mais l'opposition quand même l'accuse d'un coup d'État en avril 2021, a été autorisé tout simplement à se présenter à la présidentielle, on en a parlé. Et pourtant, il avait promis de rendre le pouvoir après 18 mois renouvelables. Peut-on dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient? Totalement. Et je pense que c'est aussi un mode d'emploi qu'on peut constater aujourd'hui dans plusieurs pays.
C'est-à-dire que lorsqu'on accède au pouvoir de manière anticonstitutionnelle, ça se passe en 2 étapes. Premièrement, c'est une étape qui consiste à rassurer la communauté internationale. Donc à dire que le pays respecte, et je donne ça à tout le monde, je dis ça à tout le monde, vous pouvez essayer de vérifier. Dans la première déclaration des pouvoirs qui sont issus de façon anticonstitutionnelle, vous allez voir cette phrase. De coup d'État, nous nous engageons à respecter les traités internationaux auxquels notre pays est parti. Pourquoi ils disent Non, parce que en fait c'est une expression, bon, c'est peut-être aussi ma casquette d'analyste des discours politiques. Je m'amuse à regarder, mais je vous mets au défi. Vous allez voir que dans toutes les déclarations, vous retrouvez toutes les déclarations, c'est la même façon, c'est le même esprit. C'est-à-dire que nous nous engageons à respecter les traités internationaux auxquels notre pays est parti. Et d'ailleurs, peut-être on va y revenir au Burkina, on en a vu récemment. Donc, c'est une façon qui consiste à rassurer la communauté internationale. Une fois que cela est dit, vous allez voir que les condamnations sont beaucoup plus molles. Et finalement, ça permet au pouvoir en place de peaufiner sa stratégie en coulisses. De peaufiner sa stratégie. Et c'est pour que là, peut-être au Mali, c'est ce qu'on dit, c'est en se cassant que le petit du serpent a plus de sens de grandir. Donc, finalement, en adoptant, peut-être, je ne sais pas si la traduction est correcte, ça parle au Malien. Donc, voilà, en adoptant cette posture, eh bien, les poutistes se font accepter par la communauté internationale. Et une fois qu'ils sont installés, eh bien, ils changent d'avis. Et d'ailleurs, effectivement, comme Namafili l'a dit, Maman Déby, il avait dit, mais il avait aussi cette expression, il dit, il s'en remet à Dieu. Quand on lui a posé la question par rapport à la durée de la transition, il dit, il s'en remet à Dieu. Peut-être que c'est Dieu, quand on lui repose la question, il dit que c'est Dieu qui a voulu qu'il continue. Donc, ça peut être ainsi jusqu'à combien de temps? Donc, on voit que tout cela, c'est une manœuvre pour le pouvoir en place de se maintenir et de rester beaucoup plus longtemps. Alors, il a dit, il s'en remet à Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, il va encore utiliser cette expression pour se maintenir au pouvoir, Namafili? Nous savons qu'il est croyant. Puis, je dirais que c'est une manière de dire qu'il peut se passer quelque chose. Puis, comme il a dit, on comprend un peu les systèmes. Voilà, quand il y a un coup d'État, il faudrait vraiment s'engager à respecter le processus démocratique et tout, les chartes ou les traités. Est-ce que c'est pas souvent copier-coller des déclarations? Exactement. Parce que comme il l'a dit, exactement, c'est devenu comme ça, et au Burkina et même au Mali en avant, en Guinée. Donc c'est un peu pareil, quoi. Moi, je dirais que c'est un système déjà. Donc il faudrait à la jeunesse maintenant de s'engager à changer, de choisir la démocratie et surtout de s'impliquer activement pour les régimes démocratiques et puis pour la sauvegarde même de la démocratie. Donc, je dirais que c'est la faute à la jeunesse aujourd'hui. Si nous sommes en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, même si nous parlons de Tchad, c'est un peu le système, c'est devenu un système puisque Mohamed Idriss Déby, n'oublions pas qu'il a été au Mali, il a servi au front, donc il a côtoyé nos militaires. Je ne peux pas dire qu'il y a des contacts. Il y a des connexions. Bon, je peux pas dire ça. Il y a des connexions. Je peux pas dire ça, mais Assimi Goïta aussi était au front. Il était le patron de forces spéciales. Exactement. Est-ce qu'ils se sont côtoyés là-bas? Bon, je n'ai pas un élément précis sur ça, mais je sais quand même qu'il a été là-bas. Il a même été gradé là-bas. Donc, c'est un peu un système déjà qu'il a vu. Voilà, ça les a inspirés. Malheureusement, en Afrique, nous assistons à des cascades de coups d'État et des régimes qui changent aussi, des engagements d'un jour au lendemain. Bon, c'est devenu un système. Moi, je dirais que c'est un système. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je vais peut-être rebondir là-dessus. On parlait tantôt de la réaction de l'Union africaine qui était hostile justement à ce que la transition soit prorogée et la possibilité de se présenter aux premières élections post-transition. Maintenant, une fois qu'il se fait, est-ce que ça ne constitue pas une jurisprudence pour les autres transitions qui sont en cours sur les continents? C'est ce que j'allais poser comme question. Justement, est-ce que ça peut créer... Oui, ça crée un précédent. Ça crée un précédent. Parce que si l'Union africaine n'arrive pas à empêcher Mahamat Déby Itno à se présenter aux élections, est-ce qu'elle pourra empêcher
Assimi Goïta du Mali? Est-ce qu'elle pourra empêcher Mamadi Doumbouya de la Guinée? Est-ce qu'elle pourra empêcher Ibrahim Traoré de Burkina? Donc, je pense que, et d'ailleurs, cela pose aussi une vraie question de fond. Est-ce que nos institutions, comme on dit, supranationales, donc qui sont censées sapoter nos institutions nationales, est-ce qu'elles sont aussi efficaces que cela? Est-ce qu'elles sont aussi puissantes? Est-ce qu'elles peuvent justement nous protéger contre toutes ces dérives qu'on constate sur les continents? Donc je pense que c'est des vraies questions sur lesquelles on doit se penser. Ouais. Alors, Namafili, en analysant sous un autre angle, le dialogue aura eu quand même le mérite de rassembler, même pour une brève durée, autour d'une table, les Tchadiens, chose rare dans l'histoire de ces pays où ce sont les vainqueurs de la guerre qui gèrent toujours le pouvoir d'État. Dans le jeu politique au Tchad, cela vaudrait son présent d'or, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas dire totalement puisque nous savons que l'opposition est sous réserve. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est vrai, Mohamed Idriss, il a été un peu rassembleur puisqu'il a même appelé l'opposante qui était en exil en Libye. Et puis je l'ai vu l'autre jour sur une chaîne télévision de la Tchad. Et puis il y a aussi Tom Erdimi aussi. Voilà, exactement, qui sont revenus. Cela pourrait en tout cas susciter des assurances vis-à-vis de la part de la communauté internationale. Je dirais même c'est pourquoi la communauté internationale ne se prononce pas trop sur leur position de condamner au fait ou de mettre barrage au président Mohamed Idriss Déby de se présenter. Donc c'est d'où d'ailleurs cette allégeance à son égard. Mais bon, ça peut-être basculer à tout moment puisque nous connaissons le Tchad. C'est vraiment un pays qui a toujours été plongé dans la guerre et dont l'opposition est très fracassante là-bas. Voilà, on peut s'attendre à tout. Ça peut être, c'est un peu clivant quoi. Donc c'est possible que l'opposition vraiment dans la dernière minute fasse rupture. Mais bon, ça suscite quand même comme je dis, un espoir, voilà. Justement. Voilà. Alors, vraiment, les armes se sont tues pendant que les protagonistes de la scène politique tchadienne se parlaient. Cela a montré quand même que les Tchadiens qui se sont toujours parlé par le langage des armes peuvent s'exprimer autrement. Est-ce que les autorités ne devraient pas trouver des mécanismes pour consolider cet acquis en rendant le dialogue permanent? Oui, effectivement, en première partie, on a évoqué les écueils du dialogue, mais comme on dit, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que le dialogue a aussi des aspects positifs qu'on peut souligner, parce que comme on a dit, en fait, le dialogue avait pour but aussi de mettre fin aux rébellions cycliques que le Tchad a connues depuis son indépendance. Et en ce sens, je pense qu'il y a eu du succès parce que quand on sait que d'importants chefs rebelles ont fait leur retour dans le pays, des gens qui étaient exilés depuis plus de 10 ans, qui sont revenus. Et donc, sur ces fronts, je pense que le dialogue a permis de stabiliser un peu. Même, ce sont vraiment des faits positifs. Maintenant, c'est surtout au niveau politique qu'il y a encore des problèmes, il y a encore des questions qui se posent. Mais au niveau sécuritaire, au niveau de la rébellion dans le nord, tout ça, et d'ailleurs, ce qui a conduit justement à l'assassinat de l'ancien président. Donc, sur ce point, on peut dire que Mamad Déby a été vraiment courageux. Parce que ce n'est pas évident, effectivement, de pardonner à ceux qui sont en tout cas officiellement auteur de l'assassinat de son père. Donc ça, c'était quand même un geste fort. Et de son prédécesseur, effectivement. Donc c'est quand même un geste fort. Et donc ça peut constituer effectivement un pas justement vers une réconciliation beaucoup plus véritable. Et je pense qu'à ce niveau, les pouvoirs devraient consolider les acquis du dialogue. Peut-être que ça peut servir une fois pour toutes de mettre fin à ces rébellions. Alors on va évoquer un tout autre sujet dans cette émission. On va parler du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du putsch du vendredi 30 septembre contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a officiellement été désigné mercredi 5 octobre président du pays dans l'attente de la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Monsieur Namafili Diarra, que vous inspire sa désignation? Oui, nous savons très bien qu'Ibrahim allait être désigné puisque vu déjà leur communiqué à la télévision le 28 septembre dernier, nous avons appris qu'il y avait
un prétendant qui serait, comment il s'appelle, un haut gradé, j'ai oublié son nom. Zungrana. Voilà, Zungrana, qui aurait été, voilà, qui avait fait quand même... les tentatives, exactement. Mais après, voilà, le plus jeune est venu et on sait qu'il n'a pas trop un bagage intellectuel ou une gradation au sein de l'armée, mais vu l'impact et la dégradation vraiment de la sécurité au Burkina, et peut-être lui, il peut tout donner l'espoir au peuple burkinabé, comme ils disent et ils scantent dans le rue. Voilà, moi je dirais que pour l'instant je reste focus aussi sur l'affaire de Burkina, sur ce nouveau président. Il est très jeune, il faut le signaler. 34 ans. D'ailleurs, il est le plus jeune président du monde devant le président chilien. Donc, Gabriel Boric. Voilà, Gabriel Boric, il est le plus jeune président avec cette jeunesse. Mais ce qui me fait peur, c'est quand il promet de suivre et de se centrer sur les engagements de leur mouvement. Moi, je me demande pourquoi ces coups d'État dans un autre coup d'État. Peut-être pour lui, il y a eu une trahison des objectifs de départ. Mais cela n'a pas été vraiment évoqué dans leur discours. Ils ont juste dit la dégradation des sécuritaires. Voilà, situation sécuritaire. Nous avons vu les attaques terroristes se sont multipliées les derniers mois. Mais cela, d'ailleurs, ça a été la cause de l'ancien régime renversé par Daniba. Et il faisait partie. D'ailleurs, c'est Daniba qui lui a fait partie du mouvement. Je crois que ça date de 2020. De 2021, c'était... 2021 plutôt, 2021. Pour moi, 2021. Voilà. C'était 2022, le début de cette année. Exactement. C'était le 23 janvier. Exactement. Donc, c'est un peu ça. C'est un président quand même qui n'a pas tout. Vraiment, moi, je reste pessimiste, vraiment pessimiste. Il n'a pas tout vraiment pour conduire, même s'il dit vouloir le faire. Voilà, nous allons voir. Est-ce que vraiment vous êtes d'accord avec cette... Est-ce qu'il est Ibrahim Traoré est peut-être aujourd'hui l'homme de la situation au Burkina Faso? Bon, je pense qu'il a été désigné, comme vous avez dit, parce qu'il s'est battu pour la chose. Et celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Effectivement. Non, mais en fait, ça, je fais référence à la célèbre phrase de Damiba. Bon, plus sérieusement, je pense que effectivement, je suis d'accord avec quelques constats. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Burkina, le second coup d'État s'est justifié par la dégradation de la situation sécuritaire. Parce que rappelons que le 26 septembre dernier, il y a eu une attaque à Gaskindé. Et c'est ce qui a justement motivé les éléments de l'armée à faire ce second coup d'État. Mais je pense que aussi l'attitude de désormais ex-président Damiba n'y est pas pour rien. Parce que finalement, on a l'impression qu'il avait oublié la raison pour laquelle il avait accédé au pouvoir, qui était justement de lutter contre le terrorisme. Parce que finalement, il s'était comporté comme un président démocratiquement élu. On l'a vu aux Nations Unies. Justement, quand on retourne un peu sur le contexte dans lequel s'inscrit ce coup d'État, la question sécuritaire est mise en avant, mais n'y a-t-il pas une raison politique à ce coup d'État? La proximité troublante du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avec le réseau de l'ancien président déchu Compaoré. Oui, justement, mais pour moi, en fait, les deux c'est des raisons cumulatives. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a pas eu de succès sur le plan militaire, à la fois, et justement, cet échec s'explique, en tout cas selon ce nouveau putsch, s'explique par le fait que justement Damiba n'a pas opéré un changement de paradigme, notamment au niveau des partenaires. Et d'ailleurs, à ce niveau, on voit que le Mali, quand même, on voit l'ombre du Mali, l'ombre de la situation au Mali qui plane un peu sur celle du Burkina. C'est-à-dire qu'il voit qu'avec le Mali a opéré un changement de paradigme. Au niveau des partenaires, Barkhane a quitté le Mali sous pression et finalement le Mali s'est dirigé vers la Russie. Et puisqu'on constate une certaine accalmie sur le terrain, sur le plan sécuritaire au Mali, et bien justement, il y a beaucoup de citoyens burkinabés qui pensent que eh bien, le Burkina devrait faire de même. Mais sauf que c'est ce que Damiba n'a pas fait. Premier élément. Deuxième élément, et d'ailleurs, il y a une semaine, j'avais écrit un article là-dessus, c'est-à-dire que le mode opératoire du coup d'État a changé.
C'est-à-dire qu'autrefois, quand on faisait un coup d'État, le premier défi consistait à avoir l'adhésion de la communauté internationale, des organisations internationales. Désormais, qui est décrit. Justement, désormais, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand on fait un coup d'État, il faut s'assurer qu'on a l'adhésion de son peuple. Et c'est à ce niveau que Damiba a pêché. Parce que c'est devenu des coups d'État démocratiques. Exactement, parce qu'il a passé son temps. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Alors, bon, oui, je ne dirais pas démocratique, parce que vous savez, la démocratie peut regorger plusieurs définitions. Et en soi, l'essence, la quintessence de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Maintenant, en fait, par quelle méthode, c'est la question qu'on se pose. Mais à partir du moment où le peuple adhère à un projet, on peut dire d'une certaine manière que c'est démocratique. Même si cela ne veut pas non plus dire qu'il faille faire des coups d'État pour accéder les armes pour accéder au pouvoir. Alors, Nama Fili, est-ce qu'on peut expliquer ce putsch seulement par l'incapacité du régime de l'ex-président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis le coup d'État du 23 janvier, à lutter contre les groupes terroristes? Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça? Oui, pas forcément, vu que le président s'engage déjà à se centrer sur les engagements de leur mouvement. Et puis, nous savons qu'avant Damiba, il y avait déjà une dégradation sécuritaire au Burkina Faso. Et puis, moi, je dirais c'est la situation s'est empirée quand même. Oui, ça s'est empiré. C'est les mêmes militaires. Moi, je dirais que ce sont les mêmes militaires qui sont là-bas. C'est vrai qu'on peut changer un peu les stratégies et les commandements au sein de l'armée. Et puis, l'actuel président, Ibrahim, n'est pas n'importe qui. Il était colonel. Il a même été chef, je crois, d'un détachement militaire, voilà, qui était au front. Moi, je dirais pourquoi est-ce qu'il en vaut la peine de faire un autre putsch, de renverser Damiba et vouloir encore continuer. Peut-être, il l'a dit, je me suis dit aussi, il l'a dit pour vraiment assurer la CEDEAO, puisqu'on a vu le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président du Niger, Mohamed Youssouf, qui a été là-bas. Il a dit, je cite, j'ai eu un entretien franc avec le président Ibrahim et nous repartons confiants. Donc, ça veut dire qu'il a déjà donné l'assurance à la CEDEAO et à la communauté internationale. Il y a eu aussi hier, je crois, un entretien avec le corps diplomatique voilà, au Burkina Faso. Et c'est un peu comme Damiba qui faisait la même chose, qui s'affichait déjà avec Alassane et qui a même été au Mali pour trouver. Au Mali et au Niger, évidemment. Et au Niger. Ouais. Donc, on peut dire que Damiba avait vraiment la volonté de contrecarrer et de lutter contre le terrorisme. Mais ce qui n'a pas marché dans les coulisses, nous ne savons pas. Si ces militaires qui sont aujourd'hui, Ibrahim et ces hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir, veulent encore continuer avec les mêmes mouvements et puis avec les mêmes engagements, nous voyons déjà, il promet la même chose comme Damiba. Je disais tantôt que Ibrahim, dans leur communiqué, dans une de leurs déclarations, ils ont dit que les objectifs de départ ont été trahis. Oui, ont été trahis, mais sauf que ces objectifs sont... Qu'ils se retrouvent dans les engagements. Ils ne les ont pas énumérés, ces objectifs. Ils ont dit, ont été trahis, mais ils vont continuer. Ça veut dire Parce que pour eux, l'objectif principal, c'était de lutter contre le terrorisme. Cela a été fait. C'est pourquoi sa visite au Mali, c'était dans le cadre de trouver, des opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Nous savons que Mali fait frontière au Burkina Faso. Il a été au Niger, c'était pareil. Donc la volonté était là. Ce qui n'a pas marché, nous ne savons pas forcément, mais moi je dirais que c'est toujours dans la même foulée que Ibrahim et ses hommes vont continuer. Et c'est dans les mêmes affichages qu'il a fait. Il a déjà promis à la CEDEAO, comme je dis, à Mohamed, au médiateur de la CEDEAO, qu'ils vont continuer. Il a donné leurs assurances. Est-ce que c'est pas pareil que Damiba, les résumes de Damiba? Moi, je trouve quand même pas l'utilité de ces nouveaux coups d'État et je n'ai pas vraiment le mot à définir ce qu'ils veulent faire. Justement. Voilà. Alors, le coup d'État militaire du vendredi 30 septembre, dont le pays des hommes intègre bien sûr, a été aussi marqué par des violentes attaques contre des représentations françaises, notamment l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut français à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Ce coup d'État, vraiment, est-il le symbole d'une perte d'influence française en Afrique?
Oui, totalement. Et vous l'avez dit, il y a eu des dégâts dans des enceintes françaises, mais ce n'était pas fortuit. C'était suite justement à une déclaration de Poutis à la télévision, qui avait déclaré que le désormais ex-président Damiba s'était réfugié sur la base militaire française à Cambouansin, au Burkina. Et c'est suite à cela que justement la population est sortie pour s'attaquer à l'ambassade, au consulat français, tout ça. Donc je pense que aujourd'hui, en fait, Damiba, je le dis encore une fois, et là je suis pas d'accord avec Namafili quand tu dis qu'il y avait une certaine volonté. Bon, on a vu quand même quelques visites, mais est-ce qu'il y avait une réelle vision de lutte contre le terrorisme? Je n'en suis pas sûr. Il n'a pas fait appel à Wagner? Non, pas seulement à Wagner. Non, pas forcément à Wagner, parce que vous savez, c'est pas seulement Wagner qui peut. Cette question aussi taraude les esprits. Oui, non, en fait, c'est pas seulement Wagner qui peut lutter contre le terrorisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas faire un coup d'État pour motif d'insécurité et continuer sur le même chemin que Kaboré. Quel chemin? D'ailleurs, la raison pour laquelle il a fait appel à Kaboré pour lui demander des conseils. Quel chemin justement, c'est le même coopération avec la France, coopération avec les pays frontaliers, coopération. Pourquoi il a fait appel à Kaboré? Et si, non mais écoutez, logiquement, moi je dirais pas. Il a fait appel à Kaboré, il a fait appel également au président Blaise Compaoré pour la réconciliation. Pour la réconciliation, ça c'est le chemin a été dévié. C'est pour ça que je parlais des objectifs. Déjà pour la dénomination. La réconciliation. Oui, réconciliation de qui et qui? Du peuple burkinabé. Nous savons quand même que c'est pesant. Non, mais contre qui? Parce que ils sont pas en conflit. Ils sont en conflit avec les terroristes. Les partisans de Blaise. Les partisans de Blaise, nous savons très bien qu'ils n'étaient pas. Non, je pense pas qu'au Burkina, il y a une situation qui fait de telle sorte qu'il y a une partie de la population qui s'oppose à une autre partie. Le Burkina fait face au terrorisme. Et le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Le terrorisme n'a pas de visage. Donc je ne vois pas l'utilité de faire un sommet entre anciens chefs d'État pour parler de réconciliation quand on sait que le problème n'est pas... C'était du tâtonnement en réalité. Moi je dirais pas ça. Bon, après on peut ne pas partager, mais je pense que c'était du tâtonnement. Et deuxièmement, c'est ce qui fait que justement il y a eu le coup d'État. Et Damiba, encore une fois, on n'a pas eu de vision claire. Est-ce qu'il y a eu des achats d'armement, de nouveaux armements? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que depuis son arrivée, le Burkina a acquis de nouvelles armes pour lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas eu de changement de paradigme et les attaques continuent. Les attaques continuent sur le terrain. Et c'est ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, quand on prend le Soum, le département du Soum, donc, dont le chef-lieu est Djibo, qui est encerclé depuis le mois de février, qui n'a même pas accès aux premières nécessités. Oui. Vous voyez un peu la situation. Parce qu'on ne dit pas que du jour au lendemain, les attaques vont cesser. Mais il faudrait que les populations constatent quand même une certaine accalmie sur le terrain pour se rassurer. Alors, Namafili, est-ce que l'une des plus grandes erreurs de Damiba a été de se préoccuper davantage des questions politiques ou politiciennes que des problèmes d'insécurité? Moi, je ne dirais pas, il ne s'est pas occupé qu'aux questions politiques. D'ailleurs, comme je dis, il a vraiment donné la volonté de vouloir lutter contre le terrorisme. Sa visite au Mali Andu et puis au Niger, ils lui ont parlé. Leur communiqué, moi je le suis sur les communiqués de la présidence de Burkina, quand il était aux affaires, ils ont parlé des opérations militaires pour freiner vraiment la montée des terroristes entre frontière Mali et Burkina, et comme on dit, les trois frontières et Niger. Donc il a été ensuite au Niger pour la même chose. On peut dire que c'est après ça, même pas quelques semaines, que voilà, on a fait ce nouveau putsch. Moi, je sais très bien, et puis ceux qui suivent les informations au Burkina Faso, nous avons vu vraiment une volonté affichée du président Damiba pour vouloir vraiment freiner la montée du terrorisme. Mais ce qui n'a pas marché, nous ne savons pas. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation après ce coup d'État? Les conséquences pour les pays? Bon, nous allons rester, puisque peut-être il va changer le partenaire. C'est ce que Ibrahim laisse entendre quand même, puisque c'est vouloir changer forcément. Ils vont se référer, du Mali.
Or, les situations ne sont pas les mêmes. Le Mali, les cas du Mali est très différent. L'ennemi quand même est le même, c'est le terrorisme. Oui, l'ennemi, le terrorisme a duré au Mali, ça fait plusieurs années quand même. Nous avons plusieurs crises multidimensionnelles au Mali. Au Burkina, c'est ces dernières années quand même. Donc, on ne peut pas... Ces dernières années, mais avec un bilan quand même très lourd. Oui, avec un bilan très lourd, mais je dirais quand même que c'est pas le même qu'au Mali. Le Mali est un désastre. Il n'y avait pas non plus la nécessité de faire un sommet de réconciliation. On n'a pas, comme je dis, c'est multidimensionnel. On n'a pas la même crise, puisque au Mali c'est une rébellion. Cette rébellion a déjà des revendications. Il y a plusieurs. Il y a MLNA. C'est un mouvement qui veut la séparation du Mali. C'est pas pareil qu'au Burkina. En tout cas, moi je n'ai pas vu des rébellions qui a revendiqué, Encore une fois, c'est ce qui prouve qu'il n'y avait pas lieu justement de faire. Par rapport à cette question d'ailleurs, le régime de Damiba, pour certains, s'est inscrit quand même dans une logique de réconciliation. Exactement. Au forceps, et qui a fini par diviser le politique et les citoyens. Vraiment, d'ailleurs, certains estiment que son objectif principal n'était pas de restaurer l'intégrité du territoire, c'est-à-dire notamment en luttant contre les terrorismes, mais plutôt les systèmes Compaoré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Totalement. En fait, je pense que Damiba s'est trompé de combat en réalité. Et un bon soldat, il ne devrait pas. Il s'est trompé de combat parce que la préoccupation des Burkinabés, je le dis au risque de me répéter, en réalité, ce n'est pas la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, le fait de faire venir Blaise Compaoré, condamné à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara, par contumace, seulement 2 mois plus tôt, donc au mois d'avril, le fait de le faire revenir au Burkina, à Ouagadougou, de l'accueillir et de le laisser partir comme ça a été vu comme la manifestation réelle de l'impunité. Mais comment pouvez-vous imaginer? Et puis ça sapote aussi le travail de la justice. Comment que la justice d'un pays condamne quelqu'un? Normalement, Compaoré, à son arrivée, il devrait être arrêté parce qu'il est condamné. Donc, le fait qu'il est venu et reparti comme ça, justement, et on sait aussi que 35 ans après, Thomas Sankara demeure populaire au-delà de Burkina. Et justement, cela a été vu comme une forme d'insulte à la mémoire de Thomas Sankara, une forme d'insulte à la justice burkinabé, et je pense que ça a même précipité la chute de Damiba, et encore une fois, il s'est trompé de combat. Au lieu de s'attarder sur des questions, ça c'est des questions qu'un régime démocratique devrait se tarder là-dessus. Mais un régime de transition, c'est par quoi? C'est une question d'urgence. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps la question d'urgence demeure. La question d'urgence demeure la sécurité, pas plus en réalité. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas s'éparpiller, aller de gauche à droite, faire des visites par-ci par-là. Non, c'est pas comme cela. Et d'ailleurs, je pense qu'il devrait quand même prendre l'exemple sur des transitions aux alentours, au Mali, au Burkina. Est-ce que vous avez vu Assimi faire autant de tournées comme ça c'est pas pour cautionner tout ce qu'il fait, mais c'est quand même des constats qu'on peut faire en réalité. C'est-à-dire que Damiba, il s'est comporté des tournées quand même vraiment, je suis peut-être pas contre ça, le fait que non, on dit pas, non mais tourner pour quelles raisons? Tourner pour finir ensemble les stratégies. Exactement. Le Mali et le Burkina ont le même combat. Écoutez, on a le même combat. Écoutez, aujourd'hui, c'est-à-dire que Damiba, encore une fois, il s'est trompé de combat. Il ne devrait pas se laisser porter par tout cela. Il peut faire des visites, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour quelles raisons? Est-ce que quelqu'un ici peut dire concrètement quelle était la vision de Damiba contre le terrorisme? Est-ce qu'il a annoncé une doctrine? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux armements qui ont été acquis? D'accord. Est-ce que Damiba, je vais poser cette question à Nama. Je suis peut-être sévère envers Damiba parce que je pense qu'il n'a aucun... D'accord, vraiment, on a compris. Je vais peut-être poser cette question à Nama. Est-ce que Damiba avait vraiment une vision claire pour vraiment lutter contre le terrorisme? Ok, vous savez, comme il a déjà dit, moi je suis d'accord quand Ibrahim dit que du fait de s'afficher avec Blaise Compaoré et en lui faisant venir au Burkina était vraiment un élément clé qui avait vraiment suscité de la colère du peuple burkinabé. Ça c'est tout à fait vrai. Mais de dire que le président Damiba n'avait pas la vision, c'est d'ailleurs d'où le coup d'État. Son coup d'État s'inscrit dans le cadre de faire face à la dégradation de la question sécuritaire pendant le régime de Marc Roch Kaboré. Maintenant, de dire qu'il
qu'il n'a pas acheté des armes, je ne peux pas me prononcer sur ça. Nous savons que Burkina était un État souverain, ils avaient des partenaires, ils menaient des opérations conjointes au front. Vous savez, avoir une vision, c'est un fait. C'est une chose. Ouais, c'est un militaire. Avoir aussi, est-ce qu'il a pu mettre en place des stratégies militaires qui peuvent vraiment montrer qu'il avait vraiment cette volonté de lutter contre le terrorisme? Oui, déjà, il y avait déjà des détachements qui étaient déjà au front. Il a essayé de recruter et de militariser, je crois. Il y avait déjà des mouvements armés, je sais pas, c'est des donzos qui étaient en place, qui voulaient vraiment c'est militarisé pour renforcer. Non, ça date de Kaboré. Ça date de Kaboré, mais lui, il a continué avec. Il a continué avec Zévi. Il a continué à recruter. Mais c'est pas sa stratégie. C'est pas son initiative, mais si ça peut vraiment être utile. Mais lui, concrètement, il a mis quoi en place pour vraiment lutter? Concrètement, je ne peux pas citer, je n'en connais pas. Donc il n'avait pas de vision. Il avait une vision. Il n'avait pas de stratégie. Il n'avait pas de tactique. On ne peut pas dire, pas comme le Mali. Par exemple, au Mali, on communique. Si on achète un avion tout de suite, on fait un communiqué. Nous savons, si nous ne suivons pas réellement, c'est-à-dire périodiquement, les informations au Burkina Faso, on ne peut pas dire, comme je ne vais pas parler comme ça, dire quelque chose sans preuve. Je ne peux pas dire qu'ils avaient acheté des armes ou ils avaient une vision vraiment concrète, mais je sais quand même que la volonté, je me suis basé sur sa volonté suite à ses visites. Mais vous ne savez pas les stratégies qu'il a mis. Les stratégies, non, dans les coulisses, il est militaire. Même ceux qui sont là sont des militaires, nous allons voir. Comme je vous ai dit, les militaires, ils ont promis qu'ils vont se centrer sur et poursuivre ce que Damiba a fait, même s'ils l'ont dit dans un premier temps qu'il a trahi vraiment les objectifs de leur mouvement. Mais on verra bien s'ils pourront faire plus que lui ou s'ils vont se référer au régime du Mali. En tout cas, la transition malienne fait aujourd'hui le souhait de tout le monde. Exactement. Donc, alors, vraiment, il y a aujourd'hui sur les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 3 pays dont les régimes sont militaires. Ce sont le Mali, la Guinée, on parlait du Burkina Faso également. Quelle doit être la posture de la CEDEAO face à cette situation? Alors, la CEDEAO, je pense qu'elle se retrouve quand même face à des défis énormes. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'avec les Burkina, elle demeure conciliante. Cela d'autant plus que les nouvelles autorités ont accepté de mettre en œuvre le calendrier qui avait été fixé par Damiba. Donc cela restera peut-être le seul acquis de Damiba. Mais on sait qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je pense qu'elle a compris cela. Parce que si on constate, depuis les sanctions sévères qui ont été prises contre le Mali, la CEDEAO n'a plus adopté une position beaucoup plus trop dure. Radicale. C'est-à-dire qu'elle est plus désormais dans l'accompagnement. Et je pense que c'est ce qui est attendu aussi. Parce que finalement, peut-être que les méthodes dures ne sont pas forcément les plus efficaces. Et donc, la diplomatie a revu sa copie. Et justement, elle est désormais plus dans une position conciliante, comme je l'ai dit. Et tant mieux. Tant mieux, parce que finalement, c'est ce qui peut peut-être aboutir à des solutions idoines. Mais, à ce niveau aussi, ce qu'on peut dire, on a beaucoup parlé de Damiba, mais ce qu'on peut parler du nouvel homme fort, Ibrahim Traoré, je pense qu'il a commis aussi quelques erreurs de communication. Les Burkinabés disent qu'il faut qu'on arrête ces termes de nouvel homme fort. Ok, d'accord. Bon, ok, on peut arrêter. Parce que Damiba, à un moment donné, il était d'accord. Bon, en tout cas, le capitaine Traoré, il a fait quelques erreurs de communication. Deuxièmement, premièrement, il dit que le calendrier fixé par la CEDEAO, il pense même que c'est trop et que peut-être que les choses pourraient s'arranger avant cela. Mais très vite. Quand on sait que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte de longue haleine, et donc parfois il ne faut pas se hasarder à trop se prononcer. La deuxième erreur, c'est qu'il s'est auto-exclu le fait de diriger la transition. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y aura des assises, et c'est à l'issue des assises qu'un nouveau président sera désigné, militaire ou civil. Mais lui-même, il s'auto-exclut. Alors, ça peut être une façon de rassurer, encore une fois, on en a parlé en première partie de l'émission. Exactement. Mais sauf que c'est une erreur parce que finalement, après, peut-être que les Burkinabés ne vont pas lui tenir rigueur. Mais dans des cas comme ça, moi je préférais quand même qu'il soit beaucoup plus flou et ne pas aussi être direct. Parce que l'autre erreur que le Burkina pourrait commettre, c'est-à-dire en ne désignant pas
Ibrahim Traoré comme président de la transition, ça peut avoir un effet bandao. Et ça parle aux Maliens. C'est-à-dire que... la rectification. Oui, la exactement. rectification de la transition. Que le pouvoir, vous ne pouvez pas faire un coup d'État et faire venir quelqu'un qui n'y est pour rien, pour le désigner comme président. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il suffit qu'il y ait des petits malentendus et finalement, là, on peut avoir des objectifs trahis. Et donc finalement, le mieux, il faut le laisser continuer avec sa chose. Il faut le laisser continuer. Celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. J'en suis sûr qu'il va pas laisser le pouvoir à qui que ce soit. Il va revenir. C'est une manière, comme je dis, on a dit tantôt, c'est le système, c'est devenu un système. Il faut d'abord promettre au CEDEAO et à la communauté internationale que vous allez respecter les engagements. Et ensuite, ces assises nationales, ce qu'ils vont dire, c'est de dire directement que est-ce que ces assises, parce qu'on a vu quand même le cas du Mali avec les ANR, les assises nationales de refondation, où on a parlé de 5 ans. Exactement. Est-ce que ça sera peut-être la même chose? Exactement, je dirais ça sera la même chose. Et puis c'est avec Ibrahim ou rien ou personne. C'est Ibrahim Traoré qu'ils vont désigner, j'en suis sûr, même s'il s'est dit vouloir être à l'écart et trouver... Puisqu'il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé que le président sera civil ou militaire. Il a dit il ne sait pas. Il s'est prononcé comme ça, il ne sait pas s'il sera militaire, mais c'est les assises qui vont décider. Donc, d'où lui-même pourrait venir, et je dirais pourra venir. Voilà, pas au conditionnel, pourra venir. D'accord. Voilà. Justement, vraiment, les précédentes autorités de transition s'étaient engagées à rendre le pouvoir aux civils en organisant des élections au plus tard en juillet 2024. Est-ce qu'on peut s'attendre au respect de ces engagements? Alors, il faut savoir que c'est difficile. Avec ce nouveau régime. Effectivement, c'est difficile à dire parce que déjà, quand on sait que le respect de ces calendriers est aussi subordonné à la situation sécuritaire sur le terrain. C'est-à-dire qu'on suppose que d'ici là, il y aura une certaine accalmie qui permettra justement d'organiser des élections de façon dans un climat apaisé. Mais sauf que rien n'est garanti que d'ici là, eh bien, en tout cas, on le souhaite pour le peuple burkinabé. Oui. Mais rien n'est garanti non plus que ce sera le cas. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on n'ira pas vers un glissement de calendrier? Ce n'est pas exclu, à mon avis. Une prolongation. Une prolongation, comme on a vu effectivement au Tchad. Mais à ce niveau aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression que la CEDEAO ou même la communauté internationale reste beaucoup scotchée aux calendriers électoraux, donc de façon globale, plutôt qu'à l'amélioration de la situation ou plutôt qu'à s'attaquer aux racines des problèmes. Aux racines du mal. Aux racines du mal. Parce que c'est un peu ça. C'est ça en fait. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est nécessaire de se précipiter vers une élection et sans pour autant résoudre le problème et peut-être aboutir à un nouveau coup d'État? Et donc finalement, on se met dans un cycle infernal. Le plus important, c'est vraiment de s'attaquer au problème à la source, faire en sorte que la situation soit stabilisée. Parce que les élections ne sont pas une fin en soi. Parce que c'est ce qui nous trompe aussi. Finalement, tout le monde parle d'élections, élections. Non, les élections ne sont pas une fin en soi. Ce qui importe aux populations, c'est comment avoir la stabilité, comment avoir la sécurité, comment faire en sorte qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions. Et finalement, si on fait fi de cela et qu'on se focalise uniquement sur les élections, je pense qu'on va toujours... Parce qu'on dit... les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. D'accord. Ouais. Alors, on va aborder notre sujet dans cette émission. Cette fois-ci, on va au Sénégal, le pays de la Teranga. Lors du tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, le président sénégalais Macky Sall a donné instruction au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, de trouver des solutions pour que les responsables politiques puissent bénéficier d'une amnistie ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre de retrouver l'éligibilité. Et quelle lecture faites-vous, Nama, de cette instruction du chef de l'État sénégalais? Moi, je dirais que c'est très salutaire. Et puis, président Macky Sall, nous savons que le Sénégal aujourd'hui est un pays le plus aisé, le plus stable de l'Afrique de l'Ouest, on peut se permettre. Et puis, ce qu'il a fait, c'est pour laisser un message aux Sénégalais qu'il ne se présentera pas.
sortira par la grande porte. Là, il n'a pas encore confirmé. Il n'a pas confirmé, mais c'est un message. Il a parlé de ni non. Exact. Pour l'instant, c'est le flou qu'il maintient. Bon, c'est pas. Oui, on dira. Il peut attendre jusqu'à la dernière minute. Il se prononcera. C'est une manière de dire. Si ceux qui suivent un peu les actualités au Sénégal, nous savons bien que il pouvait, le président, il est dans son rôle de dire, de ne pas donner cette instruction, voilà, au ministre de trouver vraiment un cabinet d'avocats pour vraiment amnistier les opposants. Ce n'est pas une loi d'amnistie, il faut une loi. Oui, il faut une loi d'abord. C'est pourquoi je dis un cabinet de doter une loi et afin de les libérer, de donner ces pardons, qui est l'amnistie. Donc maintenant, c'est un message vraiment aux Sénégalais de dire que bon, voilà, je ne me présenterai pas. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois derrière